Eh ben, bonjour à tous. Je pense que je suis online. Eh bien, merci beaucoup d'être présent pour ce deuxième live de Game and Rules. Après le premier, il y a 2 semaines, on avait accueilli Pierre McMahon, qui est délégué général des Orques Grand Poitiers, qui nous a livré pas mal de secrets et pas mal de tips pour réussir le développement d'un projet associatif. Nous allons recevoir aujourd'hui Jamel Wergli, qui est expert comptable et qui a une spécialisation dans le suivi des associations. Et on va pouvoir aborder avec lui pas mal de questions comptables et de suivi un peu administratif. Pas mal de questions qu'on se pose au quotidien avec les clients qu'on accompagne avec Game and Rules. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va accueillir Jamel. Bonjour. Salut Jamel. Salut, vous m'entendez bien? Écoute, moi je t'entends. Je super. pense que tout est OK aussi du côté du live et de Romain. Romain qui est toujours dans l'oreillette depuis la dernière fois, il n'a pas bougé. Dis-nous si tout n'est pas OK de ton côté. Nous, on va dérouler. Écoute, Jamel, merci beaucoup d'être là avec nous. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Jamel sur la PGW novembre dernier, c'était pas si longtemps. Et puis, on avait pas mal échangé sur pas mal de préoccupations et je disais que j'avais beaucoup de besoins d'experts comptables, d'expertise sur ce sujet pour accompagner les associations avec lesquelles on travaille. Et depuis, on n'a pas cessé de discuter, d'échanger et parfois de se transmettre des infos. Donc, du coup, c'était tout naturel, Jamel, qu'on te reçoive aujourd'hui sur ce sujet hyper pointu, pas très sexy, il faut le dire, de la comptabilité. Ceci dit, le juridique non plus, c'est pas très sexy. Voilà, mais primordial, Jamel. Je suis navrée de dire à tous les viewers, c'est primordial. Une bonne base juridique comptable pour la gestion de son business ou de son association, c'est primordial et ça permet vraiment le développement sain de ses activités. Donc, sans plus tarder, Jamel, si tu pouvais te présenter déjà et puis présenter un petit peu ton parcours ou en tout cas tes appétences pour le gaming et pour l'e-sport. Que fais-tu là, Jamel? Très bien, très bien. Merci Magali, merci à Game and Rules de cette invitation et ravi de pouvoir échanger avec toi pendant ce live. Alors pour me présenter, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai un cabinet composé de 3 collaborateurs. On s'occupe beaucoup de sociétés, d'associations dans tous les domaines, principalement avec une appétence dans tout ce qui est IT, informatique, éditeur de logiciels. Et j'ai décidé, là, ça faisait un moment que je réfléchissais à la question de m'orienter, comme j'ai une vraie appétence sur le jeu vidéo, étant moi-même gamer, étant moi-même viewer et suivre un peu les scènes e-sport, pas toutes parce que c'est un domaine très large. Mais alors lesquels? Dis-nous à quoi tu joues, ça nous intéresse. Moi, je joue beaucoup déjà à Rainbow Six. Ça, c'est pour D'accord. l'aspect un peu compétitif, mais vraiment dans des milieux très amateurs, on va dire. Mais bon, c'est plutôt du casual. Je ne cherche pas forcément la Oui, c'est performance. pour le Voilà. plaisir, pour le fun. Avec mon fils, Fortnite, FIFA et des jeux, on va dire, Switch, comme dernièrement, je me suis refait le Zelda avant le nouveau là, qui est sorti là, que très dernièrement. Ouais. Donc voilà, Je vais le j'aime. commencer avec mon fils, moi, cet été. Tiens, ça Voilà, va être voilà. Donc, notre jeu de l'été. voilà, grand fan d'Uncharted, Last of Us. Voilà, j'ai toujours eu une console, et un micro. Moi, je suis un vieux gamer. Ça fait depuis 84 que j'ai des ordinateurs, des consoles. J'ai commencé avec un MSX, donc Ah oui, vieux standard, voilà. avec les premiers Metal Gear, etc. Donc j'ai toujours eu une console, un jeu, et donc voilà, ça a occupé ça m'occupe beaucoup et j'aime bien suivre aussi tout ce qu'il y a autour de l'industrie du jeu Mhm. vidéo et dernièrement e-sport. Et c'est vrai que la consommation de e-sport voilà, prend du temps et j'ai un fils aussi qui regarde beaucoup et donc je m'intéresse à ce qu'il regarde et donc on partage
sur les tournois qui suivent, ce qu'ils regardent, etc. C'est des sujets de conversation. Donc voilà, un plaisir de m'intéresser au sujet parce que voilà, ça nous occupe et voilà, j'ai décidé là très, très dernièrement de me dire ouais, je vais orienter mon cabinet comme je connais le monde associatif. Je commence à avoir des bonnes bases sur le domaine, l'industrie du jeu vidéo et tout ce qui est le jeu vidéoludique, hein, que ce soit l'édition de jeux avec des indés et le e-sport. Voilà, et tout ce qui cogite autour. Bah Voilà, oui, super. Et c'est vrai que forcément, c'est un domaine qui est en plein développement et qui a besoin de fonctions support comme bien sûr. l'expertise comptable. Donc, c'est très Ouais, important. Et forcément, quand les clients se sentent compris par leurs experts, bah forcément, ça tout marche à mieux. fait. Donc, je suis sûre qu'ils sont ravis de Voilà. t'avoir. Et Alors, justement, oui, j'avais juste une petite précision. Je suis oui, aussi commissaire aux comptes et j'interviens beaucoup dans le domaine associatif. Hein, un peu moins. J'ai pas de club e-sport dans ce domaine-là, mais tout ce qui est associatif, grosse association qui collecte des dons, des legs, et toutes les particularités sportifs aussi, donc mhm. cultuels aussi. Bon, ça arrive. Ils ont besoin aussi des commissaires aux comptes. Donc, j'interviens vraiment dans le domaine associatif avec un champ très large. Et donc, les particularités, elles sont vraiment énormes dans ce domaine-là et souvent, elles sont prises au dépourvu parce que les budgets sont très restreints dans le domaine associatif. Mais on va y venir. Exactement, et tu m'offres une transition toute trouvée. Quel est ton rôle justement auprès de ces associations? Parce que quand on parle d'associations, on colle souvent l'étiquette amateurisme, pas de budget, pas de sous, de briques et de broc. Et pourtant, la gestion comptable, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, quel est ton rôle et comment tu les aides au quotidien, ces associations? Alors, on va dire le premier niveau, c'est de répondre déjà à leurs obligations comptables. Mm. Déjà, c'est de leur permettre de, parce qu'elles n'ont pas forcément de budget ou les compétences en interne, c'est Et de les pouvoir, connaissances, et les connaissances, exactement. voilà, c'est de Eh pouvoir ouais. déjà répondre leur premier besoin, c'est de sortir des comptes Mm, mm. en bonne et due forme. Souvent, les associations qui devront demander aussi des subventions et des collectivités publiques vont devoir faire des budgets. Ils Eh vont oui. devoir faire des attestations sur la réalisation de leur budget. Donc, Mm, mm. je vais pouvoir aussi intervenir pour tout ce qui est budgétisation, établissement des attestations diverses quand elles demandent des subventions, que ce soit au niveau local, national, voire même européenne. Hein. Il y a certains fonds et j'ai déjà eu à connaître des interventions de ce type-là. Et oui, Donc ça, on forcément. va dire, c'est la première partie. Après, Ouais. on va avoir une partie sur les aspects fiscaux, hein, et par rapport au rappel de la réglementation fiscale. Ça, c'est Mm. un gros point de vigilance qu'on a et les responsables d'associations ont toujours cette crainte-là. Et donc, on leur apporte une sécurité euh, en les conseillant, en regardant comment leurs activités diverses dans quelle case elle rentre, s'il y a une fiscalisation ou pas, mais je sais que ça va être un sujet de notre discussion. Donc, on va les accompagner sur ce niveau-là. Et après, le rôle de l'expert comptable est quand même très large. On va aussi les accompagner quand ils ont besoin de faire des bulletins de paie et de faire des Mm. déclarations sociales, par exemple. Voilà. On a un panel d'accompagnement au niveau administratif. Le deuxième point, c'est tout ce qui est conseil de gestion, demande de subvention, montage de dossier, être opérationnel pour l'accompagnement et dans tout ce suivi. Mais après, ça va dépendre de leur budget, Mm, de mm. leur demande et de Et- la possibilité de s'offrir les services d'un expert comptable, bien sûr. Ça, je suis vigilant parce que, bien entendu, contrairement au secteur marchand des sociétés qui ont un but lucratif et de rémunération et autres, les associations qui ont souvent des vocations, on va dire, locales, avec des budgets très serrés, moi, je suis très vigilant pour voilà, pas survendre d'émissions et de coller au plus juste par rapport à leurs préoccupations pour les sécuriser et les aider à se développer. Bien sûr, c'est très important. Et donc finalement, tu as un rôle qui est assez large, hein, vraiment ce que j'appelle la fonction support, c'est-à-dire qu'on va pouvoir finalement se reposer sur son expert comptable pour lui poser des questions sur aussi bien la bonne gestion de sa structure, la fiscalité, quand il y a du besoin social et notamment, comme tu Bien l'as sûr. dit, hein, des bulletins de paie, les premiers salaires, qu'est-ce que je dois faire, comment je fais, quelles sont mes obligations. Voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Tu nous as parlé aussi de bilan. Alors, juste pour rappel, Jamel, toutes les associations ne sont pas obligées de faire des bilans tels qu'on les entend pour des sociétés.
Oui. D'accord? Donc, il y a des seuils. Hein, si tu peux nous rappeler rapidement ces seuils-là. Oui, alors l'obligation de faire des bilans est souvent attachée à l'obligation fiscale d'émettre des reçus fiscaux ou le fait d'avoir obtenu des subventions. Donc, à partir du moment, selon certains seuils, hein, une collectivité qui va vous attribuer une subvention, elle va peut-être vous demander, dans le cadre d'avoir un décompte selon la norme du comptable, et donc il faudra faire une comptabilité d'engagement. Une association qui aura une activité économique prépondérante, qui sera fiscalisée aussi, aura l'obligation, selon certains seuils, d'établir un bilan. Donc la liste est longue, mais en général, pour des petits clubs avec des ressources limitées, leurs seules obligations, c'est celles qui sont inscrites dans leur statut. Et Mhm. certains statuts, des fois, ça, tu es au courant, Ouais. indiquent des obligations qui dépassent souvent leur obligation légale. Et donc, pour ces petites associations, ils n'ont besoin que de faire une petite comptabilité de recettes-dépenses. C'est ça. Mais voilà, il faut être vigilant, il faut regarder les statuts, regarder les seuils, regarder les types d'activités, s'ils sont fiscalisés. Et il y a toute une grille à voir selon l'association pour savoir quelles sont leurs obligations comptables. Et oui, forcément, c'est pas si simple. Hein. Souvent, le statut associatif est pris, en tout cas adopté, parce que c'est la facilité. Oh, bah oui, on va faire une association, c'est facile, on n'aura pas d'obligation. C'est pas le cas, il faut donc faire très attention. Et il y a aussi un petit point de vigilance, c'est même en amont de toucher la subvention, pour ne serait-ce que parfois prétendre et être éligible à une subvention, il faut produire des bilans. Donc, ce n'est pas forcément un bilan tel qu'on l'entend comptablement, mais c'est au moins un bilan d'activité sur une année qui va montrer les recettes, les dépenses, les justifications. D'où l'intérêt de se préoccuper très très rapidement et très tôt de la gestion comptable de son asso. Tout à Merci fait. pour ces rappels, Jamel. Et tu nous parlais un petit peu de conseils en gestion, et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un petit peu le thème aujourd'hui. La grosse question, la grosse problématique des associations e-sportives, c'est vraiment de trouver un équilibre budgétaire. Et même avant même de trouver un équilibre budgétaire, c'est même de trouver du budget, tout Oui, tout à simplement. fait. Tu sais qu'on a un problème puisqu'on n'est pas considéré comme une activité sportive. On Tout n'est à pas très fait. sûr si on est du culturel, on ne sait pas si on est du social, on ne sait pas où nous mettre. Les collectivités elles-mêmes, parfois, ne savent pas non plus. Et du coup, il y a beaucoup de subventions, et en tout cas les subventions sportives qui nous passent sous le nez. Donc, on ne peut pas prétendre à ces subventions. Les associations sont souvent livrées à elles-mêmes. Et donc, toi, nous, ce qu'on dit beaucoup dans l'accompagnement qu'on fait avec nos associations, puisqu'on les accompagne pour qu'ils aient un cadre juridique sain, qu'ils puissent vraiment se développer sainement. Mais on va un petit peu au-delà, finalement, avec l'expertise qu'on a pris depuis 3 ans, maintenant presque 3 ans, Game Rules. Et on les incite à travailler finalement leur business model et à Tout à fait. trouver finalement des sources de revenus différentes pour pouvoir vraiment se développer sereinement. Euh, pour toi, comment est-ce que justement on recherche et quels sont les types de ressources que peuvent avoir à chercher et qui peuvent être intéressants pour une association à rechercher? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est la première question que je pose à un club e-sport ou toute association, c'est quel type de ressources allez-vous avoir? Hein, Eh c'est oui, comment voyez-vous votre business model? et Parce voilà. que en gros bon, pour les petites associations d'amateurs qui regroupent quelques membres qui demandent une cotisation, souvent ça ne couvre pas forcément l'organisation d'événements ou Absolument. autres. Donc, ils ont besoin d'avoir des projets, avoir des activités à proposer sur lesquelles ils vont pouvoir mettre un financement en face pour pouvoir trouver un équilibre financier. Parce que le nerf de la guerre, c'est vraiment ça, hein, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir simplement se déplacer, louer une salle, il faut avoir du budget. Donc, moi, je vais vraiment m'intéresser dans un premier temps. Donc, les ressources, elles sont vraiment diverses et ça va dépendre du type d'association et du type d'activité que veut faire l'association. Mhm. On va dire, est-ce que c'est une association qui veut faire de la formation ou c'est une association qui veut former des jeunes au e-sport ou Mhm. au comportement dans le jeu vidéo ou avoir Mhm. une activité éducative via le e-sport. Voilà, un petit peu comme un peu du serious game. On va utiliser le jeu pour éduquer, rescolariser des jeunes, etc. Un peu ce Mhm. que fait certains clubs de foot
qui sont Absolument. subventionnés pour intégrer des jeunes, pour leur permettre d'avoir une hygiène de vie, apprendre les règles, etc. Donc, on va vraiment s'intéresser à cela. Donc, la première source, ça va être les cotisations, mais souvent modiques. On va essayer de voir est-ce qu'elles vont créer des événements avec une billetterie. Donc là, la billetterie, toute la question de la billetterie. On va regarder souvent, parce que c'est souvent mu par des personnes qui ont peut-être une aura déjà dans le e-sport. Est-ce qu'elles proposent des formations? Est-ce qu'elles vont chercher autour du nom qu'elles vont créer, leur club qu'elles vont créer, des partenariats, du mécénat, du sponsoring sur des événements? On va regarder, bien entendu, les subventions et comment communiquer dans le cadre d'une demande de subvention. Parce que l'organisme, la collectivité publique qui va financer va demander à avoir des retours sur investissement, du nombre d'usagers touchés, de la visibilité de l'action par rapport à la collectivité pour montrer que l'argent a été bien utilisé. On appelle ça d'ailleurs des mesures d'impact. Et c'est extrêmement important. D'ailleurs, Jamel, je fais une petite parenthèse. C'est très important dès qu'on crée un projet associatif ou qu'on crée une activité, de penser à ces mesures d'impact en amont, de pouvoir les récolter pour pouvoir justement communiquer et ne serait-ce qu'en interne, savoir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que c'est bien le public que je voulais viser et quel a été le retour positif. Je ferme ma parenthèse. Très bien. Donc, on va avoir aussi des produits dérivés. Par exemple, Absolument. Des maillots, des mugs, voilà, et peut-être d'autres revenus comme avoir des chaînes, avoir des revenus. Mais bon, ça va plutôt intéresser les joueurs ou les personnes, mais ça va pas rentrer dans les revenus des personnes qui vont animer le e-sport. On va dire c'est des revenus indirects pour les membres de l'association qui vont utiliser l'association comme un vaisseau pour avoir travaillé la marque e-sportive qu'ils vont développer. Donc finalement, toute une gamme de revenus. Absolument. Si je reprends un petit peu, si je peux faire un petit peu un listing du type de revenus sur lequel il est bon de se concentrer et en tout cas de construire un budget autour de ces ressources, on va dire la base, c'est la cotisation. Qui n'est pas forcément évidente, Jamel. La cotisation, en tout cas, moi, dans les associations que j'accompagne, on la met en place souvent quand on vient chez Game & Rules et que je tire un peu la sonnette d'alarme en disant « Vous n'avez aucun adhérent, aucune cotisation. Attention ». Et en général, ça se met en place. Ensuite, ça va vraiment être toutes les activités, finalement, développées par l'association elle-même, c'est-à-dire la valeur qu'elle va pouvoir apporter à ses adhérents, mais aussi à toute cible qu'elle va pouvoir toucher, que ce soit sur un territoire ou que ce soit même online, puisque nous avons cette particularité dans l'e-sport et le jeu vidéo, c'est d'avoir beaucoup de communautés online. Ensuite, on a un peu le partenariat, le sponsoring, donc quelque chose d'un peu classique finalement, là où on se rapproche beaucoup du sport. Et ensuite, on va avoir finalement les subventions. Et si je les mets en queue de liste, c'est que c'est souvent perçu en fait la subvention comme la solution, comme le Graal, alors que c'est un élément du budget. Et ça, c'est très important de le comprendre, et surtout la subvention. Et d'ailleurs, Pierre McMahon, la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, nous l'a bien dit. Il ne faut pas penser son association comme étant un peu sous la perf de la subvention, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment avoir un budget équilibré autour de ces différentes sources de revenus. Grosso modo, Jamel, même si évidemment toutes les associations sont différentes et qu'il n'y a pas de schéma type, si tu pouvais nous dire un petit peu, si on pouvait avoir un petit pourcentage un petit peu sur lequel se fixer, voilà, idéalement, par exemple, mes cotisations, ça doit être au moins 10% de ma trésor et les subventions que 30 ou 40%. C'est très difficile. C'est difficile, j'imagine. Parce que ça va vraiment dépendre du type d'activité de l'association. Mais pour revenir concernant la subvention, on va dire, la subvention, de toute façon, il faut partir sur le principe, la subvention, elle n'est pas acquise. Donc, et elle déjà, peut ne pas être renouvelée, donc c'est voilà. quand même la subvention n'est pas acquise certain.
pour une petite association, comme elle n'est pas acquise, on ne va pas conditionner la réalisation d'activités sur l'obtention d'une subvention. Par contre, on va dimensionner l'activité. Si on obtient la subvention, on fera beaucoup plus de choses. Exactement. On permettra d'apporter un plus à nos membres par rapport au rayonnement et à la communication autour de l'événement et pour faire rayonner son territoire, voilà, et son association et par conséquent générer voilà, une visibilité des adhérents, etc. Donc, il faut le prendre comme ça. Après, les subventions, elles sont de plusieurs types, hein, parce qu'on parle souvent d'argent, mais le simple fait d'inscrire une association e-sportive dans une ville et que la ville octroie une salle, c'est énorme. Parce que oui, ça la mise à fait disposition. la La mise à mise à disposition. disposition, c'est important Donc, aussi. Ça ne rentre pas dans les comptes. bien sûr. Et encore, c'est Encore, non, valorisable. Il faut le faire rentrer, donc c'est une erreur de ma part de dire ça. Donc il faut le faire rentrer, la mise à disposition. Mais tu as raison, les subventions ne sont pas forcément pécuniaires, ne sont pas forcément monétaires. Elles peuvent être soit du don, soit de la mise à disposition. Et ça peut même être de la mise à disposition de matériel, de lieux, et même de bénévoles ou du mécénat de compétences aussi. Et ça, c'est important. Vous réalisez un événement dans une ville, on vous offre une salle, il y aura quelques agents de sécurité, la police municipale. C'est énorme, hein, Énorme. on mesure pas le coût que peut avoir la location d'une salle. Donc, c'est clair, c'est très difficile, hein, pour répondre à ta question, de pouvoir donner un chiffrage parce que ça va dépendre des ambitions de l'association. Est-ce qu'on est un club d'amis et qu'on aimerait partager notre amour du e-sport et on voudrait développer les valeurs du e-sport sur certains jeux ou trouver simplement d'autres joueurs de notre région avec qui partager notre passion ou simplement partager l'esprit compétitif et découvrir d'autres jeux avec d'autres personnes, voilà, créer des événements. Donc, il y a énormément d'associations, il y aura autant d'associations qu'il y a de projets associatifs et de budget. Donc, c'est très complexe. Bon. En tout cas, si on peut retenir quelque chose, c'est que la subvention, ça doit venir en plus et ça doit surtout venir pour finalement faire plus que ce que l'association fait déjà avec ses propres finances. Donc normalement, l'autofinancement est la règle et de mise et la subvention va venir aider l'association à faire plus, à faire mieux et pour plus de personnes. En fait, c'est ça un peu le fondement. Parce que moi, je pars de l'idée qu'il y a quand même beaucoup d'associations amateurs qui ont des budgets très restreints. On va parler de 5, 10, 15 000 euros à l'année. Donc, on est sur des budgets très simples, mais à eux de démultiplier cette valeur. Tout à fait. Bah, écoute, merci. C'est d'ailleurs tout l'objet, hein, finalement, du travail qu'on fait, hein, avec Game & Rules, puisque, comme je l'ai dit, on ne va pas faire juste vérifier les statuts ou répondre à vos questions. Nous, ce qu'on veut, et c'est un petit peu aussi dans cet esprit-là qu'on s'était rapproché, c'est vraiment développer la structuration du secteur amateur de l'e-sport, puisque moi, j'ai la conviction que c'est vraiment avec la structuration de ce secteur que va venir la structuration globale du secteur et en tout cas vraiment du compétitif. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas pour les associations qui nous regardent à prendre un rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi sur le channel Discord. Romain va vous donner le lien. Si vous voulez avoir plus de renseignements et vous aussi développer votre asso avec nous, vous êtes les bienvenus. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le dur, Jamel. Parce que comme je te l'ai dit, comme tu le sais, en fait, on a vraiment des questions récurrentes qui viennent de nos assos. Donc, nous, quand on commence à accompagner nos assos, on fait le bilan. Souvent, je dis, là, j'ai détecté, il va peut-être falloir au moins une petite consultation avec toi pour mettre les choses un petit peu au clair. D'ailleurs, j'ai une très belle association qui va très bientôt, on va organiser une réunion ensemble, Jamel. C'est un petit spoil. Et les questions qui reviennent, forcément, hein, c'était des questions financières, comment on développe, comment on a plus d'argent. Il y a quand même quelque chose qui est très important et que tu as d'ailleurs évoqué tout à l'heure, c'est créer des activités par soi-même. Et il y a quand même une question qui revient souvent et je voudrais démystifier avec toi un petit peu ce sujet, c'est un peu le statut de l'association à but non lucratif. Ouais. Et ce sujet, ce mot à but non lucratif est souvent pas compris, mal compris en tout cas. J'ai des associations qui viennent à moi et qui me disent « mais on ne comprend pas, non lucratif, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de l'argent et donc comment on va pouvoir se développer, comment on va pouvoir payer nos activités qu'on a envie de faire pour nos adhérents ?»
Donc déjà, on est bien Alors, d'accord, Jamel, que non lucratif ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de l'argent. tout à fait, tout à fait. Non lucratif, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réaliser des profits pour financer vos activités. Exactement. On est tout à fait d'accord. Le caractère de non-lucrativité, c'est-à-dire que l'association n'a pas vocation à réaliser de bénéfices qu'elle distribue Et- à ses fondateurs, à ses membres. Exactement. Et ce Il qui ne faut, veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit de salarier des personnes. tout à fait, Donc, tout c'est à vraiment fait. de la redistribution type dividende, hein, finalement. On est d'accord. Voilà, tout à fait, tout à fait. Pas de dividendes. Il ne faut pas que s'il y a un enrichissement demain, que dans le partage de l'association, si jamais elle a été amenée à disparaître, que ça retourne aux membres, sauf s'il y a une clause de restitution des apports, excusez-moi, des apports. Donc, le caractère lucratif et non lucrativité, ça va nous intéresser pour garder un caractère, on va dire, associatif. Sinon, on rentrerait dans un schéma de lucrativité, donc commercial. Et donc, on va vraiment vérifier s'il n'y a pas s'il y a une gestion désintéressée en réalité. C'est ça. Cet aspect-là. La gestion désintéressée, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un enrichissement des membres de l'association. Et ça, c'est très important parce que ça ferait perdre le caractère associatif et donc on rentrerait dans une fiscalisation de l'association. Et donc, Exactement. pour que l'association, au niveau de ses recettes diverses, d'événements et autres, ne soit pas fiscalisée, il faut qu'elle ne réalise pas de profit, qu'elle ne salarie pas ses dirigeants sous Mhm. conditions. Hein, il y a des conditions, bien sûr, Oui. on peut quand même les salarier sous conditions qui sont quand même assez restreintes, mais il faut être vigilant au fait, j'ai une association non lucrative, ça veut dire que j'ai une gestion des intéressés, premièrement. Après, on Parfait. peut avoir des activités. Hein, l'association peut avoir des activités, on va dire, entre Commercial, guillemets, hein, finalement. commerciales, à partir C'est du le cas, moment. c'est le cas d'ailleurs, hein, de ce que tu disais, et c'était le sujet donc, que je voulais aborder avec toi. Tu as abordé les trois sujets, les trois activités type commercial qui sont vraiment le cœur un petit peu des interrogations des clients. C'est vraiment la vente de merchandising, Tout à finalement, fait, les produits dérivés, la billetterie et l'organisation d'événements. tout à fait. Et c'est aussi, alors là, tu l'as pas évoqué, mais c'est de plus en plus, en tout cas, une piste de réflexion des associations qu'on accompagne, c'est proposer à des sociétés, en fait, des activités team building De autour du formation, jeu vidéo. tout à fait. Oui, Exactement. oui, Et donc ça, ce sont quand même des activités qu'on peut caractériser de commerciales. oui. Et là arrive en fait toute une caractérisation finalement qui est plus fiscale. Donc une association a le droit de faire ces activités sous conditions. Lesquelles? Alors, la gestion des intéressés. Alors, La une première, association, oui, oui, la gestion des intéressés. Après, elle peut avoir, est-ce que son activité rentre en concurrence ou pas avec le secteur lucratif? absolument. Si elle rentre en concurrence, est-ce que l'activité, elle est, comment dire, exercée dans des conditions similaires? Ça veut dire, Oui. je peux avoir une activité de vente de mugs. Hein. Vous allez dans n'importe quel site, vous pourrez acheter des mugs. Une activité similaire qui concurrence l'activité lucrative. Mais est-ce que vous êtes vraiment en concurrence par rapport aux produits, par La rapport règle aux des 4 P. 4P, oui. Le produit, le public, le prix et la publicité. Donc, à partir du moment où vous avez des activités, on va dire, qui correspondent à cela, vous ne rentrez pas dans les activités, on va dire, qui font tomber votre association dans le caractère, qui font perdre le caractère des Mhm. intéressés, qui font fiscaliser votre association. Alors, on peut réaliser des activités lucratives aussi, Exactement. mais si elles ne sont pas prépondérantes par rapport aux autres activités non lucratives. Hein. Il faut faire attention parce qu'il y a des proportions. Il faut que le caractère des activités lucratives d'achat, revente, Mhm. billetterie soit vraiment minime par rapport aux autres activités non lucratives. C'est là où il y a une différence parce qu'il faut bien prendre en considération l'aspect juridique de C'est ça. gestion des intéressés. Parce que sinon, on perd le caractère des intéressés, tout de suite, on est fiscalisé. Après, par rapport aux produits et aux recettes, avec la Mhm. règle des 4P. Et après, quand bien même on réaliserait des activités lucratives, Mhm. il faut qu'elles soient minoritaires, inférieures aux autres activités non lucratives,
Et ça, c'est important de le vérifier pour pas être fiscalisé. Mais après, il y a des seuils aussi. Il y a des seuils. On peut avoir des activités lucratives, quand bien même ce serait pas prépondérante. On pourrait demander à bénéficier de franchise au niveau de l'impôt, etc. Parce qu'il y a des seuils. Et ça, il faut être vigilant. Et les règles, elles sont communément admises. Hein. C'est 73 000 euros pour le niveau de chiffre d'affaires. Bon, on commence à arriver à des seuils assez Oui. importants. Donc, c'est vrai que c'est des notions qui reviennent souvent. Hein. Je sais que toutes les associations ont toujours cette crainte-là. C'est un point de vigilance sur lequel, de toute façon, dès qu'on a une association, en vérifiant leur business model, le type de chiffre d'affaires, regarder comment elles se rémunèrent. Parce que des fois, certaines associations, et j'ai le cas de figure, qui choisissent en disant que c'est limite de se fiscaliser. Elles restent de manière, comment dire, consciente. Elles se fiscalisent parce que voilà, elles ont la partie lucrative est beaucoup plus importante. Voilà. Et il faut faire vraiment attention, hein, parce qu'on parle souvent des 4P, etc. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est surtout la gestion des intéressés. Alors là, c'est un point de vigilance très important parce que la gestion des intéressés, on va regarder est-ce que les dirigeants sont rémunérés ou pas. Donc, comme je vous l'ai dit, les dirigeants ne doivent pas, en principe, être rémunérés. Il y a un seuil des 3/4 du SMIC. Hein, donc, si l'association réalise 3/4 du SMIC, et si elle paye son dirigeant 3/4 du SMIC, il faut faire attention. OK, mais ça, on va dire, c'est la règle qu'on connaît tous. Moi, ce sur quoi je voudrais alerter les dirigeants d'associations, c'est les dirigeants de fait. Connaissant cette règle, beaucoup de personnes disant je ne vais pas me mettre membre du bureau, je vais avoir un rôle de délégué général, délégué, de salarié. directeur, Voilà. salarié, peu importe. Et finalement, on regarde, il a la signature sur les comptes, le bureau ne se réunit quasiment pas, toutes les décisions passent par lui, c'est lui qui fait la compta ou qui est en relation avec le cabinet d'expertise comptable, etc. Donc là, on est sur une direction de fait. Et donc là, l'administration est quand même assez vigilante, moi. Et voilà, peut faire tomber le caractère désintéressé par rapport à l'association. Et donc, c'est-à-dire que vous allez être fiscalisé, vous allez devoir payer l'impôt sur les bénéfices que vous avez réalisés éventuellement. Hein, pour peu qu'elle soit bénéficiaire, l'association aussi, si elle est à l'équilibre, il y aura des bénéfices sur zéro, et soumettre éventuellement les activités à la TVA. À la TVA. Donc, ça fait un point de vigilance quand même assez important sur lequel, bon, je sais que vous communiquez beaucoup là-dessus, vous êtes vigilant, et moi aussi, hein, dans les associations que j'accompagne. Absolument. Donc, si on récapitule, une association a tout à fait le droit de générer du bénéfice sur ses activités à partir du moment où la gestion reste désintéressée. Donc, tout le bénéfice doit être réinjecté en totalité dans les activités de l'association. Pas d'enrichissement des membres, pas d'enrichissement des dirigeants. Attention aux dirigeants salariés, tu as parlé des seuils. Et ensuite, s'il y a une activité commerciale, est-ce qu'il y a concurrence ou non avec une société, règle des 4P, et est-ce que c'est une activité qui est dite accessoire ou non. Romain va vous liker une petite fiche pratique qu'on vous a concoctée pour vous rappeler un petit peu tous ces points qui ne sont pas forcément évidents. Mais vraiment, c'est dans cet ordre-là qu'il faut prendre les choses. Et évidemment, le conseil de l'expert comptable reste primordial quand on a un doute. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer. Il y a aussi une autre petite question, on en parlait juste avant de lancer le live, qui est beaucoup plus touchy, beaucoup plus compliqué et qui est un petit peu plus juridique, qui a des implications plus juridiques. C'est vraiment le cas du cash prize. Donc, il y a énormément d'associations qui inscrivent des joueurs, adhérents ou non adhérents. Petit aparté, faites adhérer vos joueurs, s'il vous plaît, association. Merci beaucoup. Ça nous arrangerait beaucoup et ça faciliterait bien notre travail. Donc, une association participe, en tout cas fait participer des joueurs en son nom et pour son compte à une compétition. Les joueurs performent, ils gagnent. Il y avait un cash prize monétaire à la clé.
c'est l'association qui touche le cash prize. Et souvent, c'est pas toujours, mais souvent, très souvent, il y a une règle où l'association va garder un petit peu de ce cash prize pour refaire un petit peu sa trésor, pour couvrir parfois les frais d'inscription au LAD, les défraiements pour avoir envoyé les joueurs sur cette fameuse compétition, et va reverser une autre partie à ses joueurs. Et là, patatras. Il y a un problème puisqu'une association ne peut pas reverser comme ça une somme d'argent à un adhérent ou un non-adhérent sans aucun fondement. On l'a dit, il y a le principe de gestion désintéressée, il ne peut pas y avoir d'enrichissement des membres. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros point de vigilance. Et en même temps, c'est un problème qu'on n'arrive parfois pas à résoudre avec nos associations qui tiennent à ce principe. Il n'est pas question que ce soit les joueurs qui touchent le cash prize puisque c'est finalement impossible. Mais donc voilà, enfin, on en a parlé un petit peu. C'est vrai qu'il y a des implications comptables aussi et beaucoup d'implications juridiques dans cette question du cash prize. Mais bon, on en parlera peut-être. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet avec une vraie problématique. De toute façon, s'il est en plus, d'autant plus s'il n'est pas membre de l'association, à quel titre un tiers pourrait toucher de l'argent? L'association n'a pas forcément dans son objet social à être mandatée pour le compte de tiers pour reverser des cash prize. Voilà, donc c'est un sujet complexe sur lequel vigilance, hein, en tout cas. Absolument. Eh ben, il y a quand même un autre sujet que je voulais aborder, et ça c'est un petit peu plus sympathique, j'ai envie de te dire. Et là, je suis en train de travailler là-dessus avec deux associations, de belles associations. C'est vraiment finalement la valorisation du temps bénévole. Pourquoi c'est un gros sujet? Parce qu'on a énormément de bénévoles dans l'e-sport qui donnent énormément de leur temps. Et c'est souvent pas valorisé. Et pourtant, c'est un trésor comptable. Si tu peux nous en dire un petit peu plus de cette valorisation du temps bénévole. Oui, tout à fait. De toute façon, le temps bénévole est je sais qu'on avait eu une discussion sur ce sujet-là. En réalité, les engagements, on va dire, non comptables, hein, on va dire non financiers doivent être valorisés. On a parlé tout à l'heure de la mise à disposition de locaux. En réalité, c'est un enrichissement d'un travail bénévole. Donc, économiquement, si on veut avoir un aperçu du travail fourni par des bénévoles, il faudrait pouvoir le valoriser. Après, la question est, souvent, c'est coûteux, ça prend en temps, parce que les associations, c'est souvent des bénévoles qui font ça en plus de leur travail. C'est coûteux en temps pour pouvoir centraliser l'ensemble des temps du bénévolat. Donc, il faut vraiment regarder quel type de travail, quel type d'activité réalisent les bénévoles. Si c'est simplement réaliser une activité, accompagner et que lui, il est participant, pas de souci. Mais c'est un travail bénévole on va dire, de support, par exemple. De support, c'est ça. C'est pas support, par exemple, une personne qui va faire du secrétariat administratif, qui va passer une journée par mois pour gérer les adhésions, qui va voilà, mettre les remises de chèques à la banque, qui va aller ouvrir le courrier, répondre. Voilà, c'est un travail une journée par mois ou une journée par semaine. Donc ça, c'est quand même un gain pour l'association qu'elle n'a pas à payer. Et donc, il faudrait le valoriser. Donc, la pratique, hein, c'est la comptabilisation des heures du bénévolat. Hein, ça permet la valorisation comptable, de dire, voilà, on a dans nos réalisations réalisé tel montant de bénévolat et ça a été fait en don, quoi. C'est en plus et en moins, mais c'est ni entrée ni sortie parce que c'est du bénévolat, mais ça permet d'embellir le compte de résultat de l'association. Ok. Alors il y a autre chose aussi. Il y a une valorisation comptable, mais il y a aussi une valorisation humaine grâce au compte d'engagement citoyen. Où on va pouvoir aussi transformer finalement ces heures de bénévolat en droit à la formation, qui vont se transformer directement dans le CPF finalement. Donc, c'est aussi une belle manière non seulement de valoriser comptablement les comptes de l'association, comme tu l'as dit, d'embellir les comptes de l'association, mais aussi finalement de récompenser et d'encourager le travail bénévole au sein des associations. Et je vous ai préparé une petite fiche pratique cet après-midi sur le sujet que Romain va aussi vous lire. Voilà.
sur le chat. Et évidemment, toutes les fiches pratiques et toutes les ressources seront mises évidemment sous les replays pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, pour ne pas faire peur à toutes les associations, il faut vraiment que ce soit un travail conséquent avec des heures répétitives, quantifiables, etc. À partir du moment où il y a un travail récurrent, etc., vous faites un tableau Excel, vous quantifiez le temps. Après, sur quel taux horaire vous allez pouvoir le valoriser. Donc, à minima, le SMIC. Mais après, Oui. si c'est des prestations beaucoup plus techniques et que vous avez un salaire de référence, oui, vous pouvez le prendre. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de réflexion. Et en général, quand là, je mets ma casquette de commissaire aux comptes, c'est souvent quelque chose, quand on voit que la part des bénévoles est importante, sur lesquels on demande souvent des explications, et c'est souvent très complexe à produire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas non plus que ça devienne trop Bien compliqué. sûr. Il faut que ce soit vraiment sur des fonctions support vraiment, vraiment importantes. Et pour continuer un petit peu, on va quasiment terminer. Est-ce que tu as des petits points clés comme ça, des petits points de succès que tu as décelés un petit peu en disant « Ah, ça fonctionne », des petits points comme ça de vigilance où tu peux dire « Bah voilà, comment on peut réussir finalement la bonne gestion de son association ?» Si tu avais 2-3 petits tips. Alors, oui, c'est l'organisation et le classement. Hein, OK. je sais que souvent, sur l'émission, sur les petites associations, quand on intervient ou quand ils ont besoin de sortir un budget, souvent, c'est de trouver l'information. Et donc, vous allez gagner énormément de temps en ayant une organisation où vous allez classer les documents par type. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Simplement, si vous-même, vous voulez faire une comptabilité de recettes-dépenses, savoir où vous avez mis toutes les recettes, tous les achats, les classifier, donner un modèle aussi à vos adhérents quand il y a des notes de frais, par exemple. Vraiment avoir des processus administratifs très simples qui vont vous permettre de gagner énormément de temps, parce qu'il n'y a rien de pire pour des membres d'associatifs qui ont vocation à jouer ou à faire jouer les autres, à passer du temps, à faire de l'administratif ou à rechercher des documents. Surtout, c'est quand on en a besoin qu'on ne les trouve pas, les documents. Ça, c'est le premier Ah tip. oui, C'est, l'organisation. oui, parce que de toute façon, nous, derrière, c'est une des difficultés qu'on a derrière quand on est amené à produire des états, c'est d'aller à la pêche aux informations. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est à partir du moment où vous commencez à avoir une association assez conséquente et que vous n'avez pas forcément les compétences en interne au niveau de la compta, il y a une vraie réflexion de dire on fait ou on fait faire. Ouais. Hein, et il faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. Hein. Par exemple, on parlait du juridique, c'est clair que il n'y a rien de pire que de prendre des modèles ou des copier-coller sur Internet. C'est souvent le cas de figure. Donc, faire par des professionnels si on n'a pas les compétences en interne, c'est gage de sécurité. Vous allez pouvoir en plus gagner du temps. Après, voilà, il ne faut pas devenir prisonnier de l'administratif et vraiment prendre du plaisir dans votre projet associatif, et surtout de vous entourer selon la vocation de votre association, hein, c'est de pouvoir faire en sorte que votre association ait un fonctionnement, on va dire, une transparence pour donner confiance aux tiers, que ce soit par rapport avec des comptes, avec des assemblées qui se tiennent, etc. Ça va inspirer la confiance des tiers, du public, des financeurs éventuels. Et donc ça, c'est important de communiquer là-dessus, de montrer que vous êtes une association voilà, qui propose des assemblées, d'accéder à la compta et d'en référer. D'autant plus si vous avez un expert comptable et un commissaire aux comptes, c'est quelque chose qui est en plus gage de sérieux de votre part et de transparence, par exemple. Super. Eh ben, écoute, Voilà. merci pour ces petits tips. On va faire une toute petite coupure de vraiment une petite minute, Ouais. Jamel. Le temps de laisser à nos viewers le temps de poser des questions. préparer quelques petites questions. Et on se retrouve dans 2 minutes. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Et écoute, Romain me dit qu'on est bon, donc nous sommes de nouveau live.
Et on va commencer cette session de questions-réponses. On a déjà quelques questions dans le chat. Mais je vais clôturer avec la petite question fun et gaming qui t'avait fait beaucoup rire quand Romain te l'a présenté. C'est quel a été ton moment le plus clutch dans ton parcours? Mais tu peux tout à fait nous donner un moment clutch gaming. Alors, que je lui avais répondu, c'est mon 1v3 sur R6 la veille de sa question, mais bon, non, non. Non, le plus clutch, c'est clair que le plus clutch professionnellement parlant, c'est le jour où je me suis décidé de reprendre mes études et de vouloir devenir expert comptable. Parce que Oh, mais raconte-moi ça. ouais, j'étais installé, j'avais un BTS comptabilité et je travaillais dans des grands groupes, dans des services comptables. C'était pas l'aspect de la comptabilité que j'avais. Et donc, j'ai rencontré un expert comptable qui était venu en mission dans un des groupes dans lequel je bossais. Et finalement, je me dis, c'est sa place que je veux parce que la beauté du métier d'être en profession libérale, c'est d'être indépendant, de pouvoir Oui. choisir les clients avec lesquels on bosse. Et donc, j'ai repris mes études bien tardivement. Hein, j'étais marié, sans enfant. Et finalement, quand j'ai fini le cycle de l'expertise comptable, j'étais Qui est papa de très long, trois. c'est un très long Oui, oui, cycle, oui, oui, oui. Jamel, hein. Ah C'est ouais, courageux d'avoir repris ça après, alors que bah, tu étais j'avais un déjà dans bac la vie plus active. 2, C'est incroyable. ouais, oui, tout à fait. J'avais un bac plus 2 et j'ai fini donc le bac plus 8 avec 3 enfants et j'ai ouvert mon cabinet tout de suite après avoir été diplômé. Et voilà, j'éprouve beaucoup, beaucoup de plaisir avec mon métier. Hein, tout à l'heure, tu disais, oui, c'est pas forcément sexy la compta. Alors, je Non. vais vous dire que je peux te dire, dans la comptabilité, il y a une certaine logique. Oui. Il y a une certaine logique et je peux vous dire, hier, j'avais un vrai casse-tête comptable à faire avec des contentés, etc., avec des mouvements assez complexes hein, sur une augmentation de capital, avec des bons de souscription d'actions, etc. Ouh Et là je peux là, oui, vous oui. dire, à la fin, j'ai eu le sentiment d'avoir fini une grille de Sudoku. Ouais. Donc, on aime, voilà, c'est ce côté de dire on a une problématique et donc la logique comptable fait que quand on arrive au final. Donc, oui, donc c'est la reprise de mes études alors que je pensais être installé dans la vie. Ça a été vraiment clutch parce que je me suis dit, voilà, j'aimerais être indépendant, pouvoir, parce que j'aimais faire la compta en réalité, j'aimais bien la compta, mais je ne me voyais pas dans un service compta à faire des factures fournisseurs toute la journée. Et donc, ça a été le moment le plus intéressant et de la satisfaction d'être diplômé, de voir mon père ce jour-là, ravi de voir son père, il ne me disait pas expert comptable, il disait mon fils est un super comptable. Donc, rien que la fierté de mon père, c'est énorme. Ah ouais, c'est très inspirant. Alors là, je connaissais pas cette histoire et vraiment, je trouve ça incroyable, sachant en plus la longueur et la difficulté c'est pas juste être comptable, être expert comptable, c'est vraiment un cheminement et une expertise vraiment particulière. Bravo pour ça. Ouais, Et, je te remercie. vraiment, félicitations. Je suis ravie que tu l'aies fait parce que du coup, ça nous permet de travailler ensemble aujourd'hui. Donc, vraiment, tu as bien fait. Je te Ouais, confirme. super, merci. Alors, j'ai une petite question du coup. J'en ai même plusieurs. Alors, pour revenir un petit peu au début de nos échanges, j'ai un message de Cachou qui demande à partir de quel montant de revenus est-on obligé d'avoir un expert comptable? Et elle Ouais. a cru lire 153 000 euros. Est-ce que c'est ça? Alors, il y a plusieurs critères. Alors, il faut regarder la nature, l'activité de l'association. Je vais être un peu plus précis. Hein, c'est les associations ayant une activité économique. Mhm. 3 millions 100 de chiffre d'affaires et 50 salariés Mhm. au minimum. Hein, c'est deux des trois seuils. 1,5 million de bilan. Donc là, on va dire pour les petites associations, les On est loin. les associations percevant des subventions publiques C'est ça. supérieures à 153 000 euros. Il est là, le seuil de 153 000 Voilà. euros, effectivement. C'est quand on touche une subvention de plus de 153 000 euros, là, il y a une obligation d'avoir non seulement un expert comptable, mais surtout un Alors, commissaire aux comptes, en fait, finalement.
c'est une ou plusieurs subventions qui fait qu'on dépasse 153 000 euros. Absolument, tu as raison de le préciser. Obligation comptable pour les associations aussi ayant une activité commerciale fiscalisée. Oui. Donc voilà. OK. Les associations financées par les collectivités publiques, souvent quand ces subventions sont supérieures à 50% du budget de l'association. D'accord. Ou que le montant est de 75 000 euros pour les collectivités territoriales. OK. D'accord. Obligation comptable aussi on reçoit des aides publiques supérieures à 23 000 euros. On peut leur demander d'avoir des comptes. D'accord. Voilà. Les associations reconnues d'utilité publique ou faisant appel à la générosité du public. D'accord. Voilà. Après, les associations Donc, il y a plusieurs critères différents. Mais bon, là, on n'est pas dans ce cas de figure. Il y a toute une liste d'associations redevables. Donc, on est sur des seuils quand même assez hauts. Au départ, vous êtes vraiment sur une gestion de recettes-dépenses, c'est-à-dire que vous allez tenir un cahier où vous allez rentrer toutes vos recettes chronologiquement et toutes vos dépenses et vous allez retranscrire le solde, ce qu'il y a sur la banque. Si vous encaissez des espèces, vous allez aussi tenir un journal de caisse et vous allez après compiler ça à la fin de l'année en disant voilà le total de nos cotisations, le total de nos recettes d'événements, la billetterie et après toutes les dépenses et vous aurez un beau compte. On prendra les soldes de banque au début, toutes les dépenses et toutes les recettes et le solde à la fin et on est très bien. OK, très bien, très clair. J'ai aussi deux autres questions connexes de Cachou toujours et de Baptiste de Exalti qui sont quasiment les mêmes. En fait, c'est sur ce seuil de 73 000 euros qu'on a évoqué pour, tu sais, l'activité accessoire, l'activité commerciale. La question est, est-ce que le mécénat et le sponsoring sont inclus dans ces 73 000 euros On est d'accord que c'est non. D'accord. Alors, précision, j'ai dit 73 000 euros de 73 500 et quelques. Non, alors ça a augmenté. En 2023, le solde est de 76 679 en 2023. Mais c'est vrai que 73, c'était le seuil de l'année dernière. Ils l'ont rehaussé. On adore, il faut le dire, Jamel, on adore l'administration fiscale qui nous sort des seuils quand même. Alors, c'est indexé selon l'inflation, donc il pourrait arrondir à la dizaine d'euros. Oui, arrondissez, s'il vous plaît. Ouais, mais ça permet de réactualiser ses connaissances. Donc, sponsoring, mécénat ne rentre pas dans ce seuil de 73 000 euros puisque ce ne sont pas des activités commerciales, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, autre question de Cachou, et ça c'était concrètement suite à la discussion qu'on avait sur le cash prize. Donc, un cash prize, un adhérent ne peut pas toucher le cash prize. Et oui, juridiquement, comptablement, c'est un vrai problème, comme je l'ai dit. Il faut vraiment traiter ce sujet au cas par cas. Parce que normalement, la règle est que pour qu'une association puisse en fait verser de l'argent à ses adhérents, finalement, il y a des cas très précis. Le cas le plus simple, c'est finalement un peu le système de la note de frais. L'adhérent, le bénévole a engagé des frais au nom et pour le compte de l'association. Il y a aussi des conditions, évidemment, dans les cas où ces frais peuvent être remboursés. Dans ce cas-là, on peut effectivement verser une somme d'argent à un adhérent, mais normalement, il n'y a pas d'autre justification. Donc, c'est assez compliqué. Non, c'est assez complexe. Et il faut vraiment travailler ce sujet au cas par cas pour pouvoir bien voir les contextes et pour trouver des solutions. Je le dis souvent à mes associations, on n'a pas de baguette magique. Et parfois, on se retrouve dans notre secteur qui s'est un petit peu construit tout seul, dans des situations où il n'y a pas en fait de solution. Et je suis navrée de le dire, mais si on veut être réglo, si on veut être dans les clous, parfois il faut soit abandonner certaines pratiques, soit prendre le risque juridique et donc mettre après, en risque. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. La question est de savoir est-ce que le club, on va dire amateur, a une équipe pro ou semi-pro qui va gagner, etc., et que ça devient habituel. Là, il y a une vraie réflexion sur le statut des joueurs. Est-ce qu'ils sont salariés, est-ce qu'ils sont indépendants, etc. Et donc, voilà, c'est des points, je pense que ça ferait l'objet d'une belle... sujet d'émission, hein ? Ouais, je pense.
Je suis d'accord. Bon, bah, J'ai une autre question de Baptiste. Et dans ce cas-là, comment faire pour réattribuer une partie ou la totalité du cash prize? Donc, Baptiste, je le répète, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment travailler main dans la main et notamment avec l'expert comptable pour pouvoir sécuriser cette partie. Soit trouver une solution, soit abandonner certaines choses. Et c'est vrai que, par exemple, on n'a pas ce problème dans le sport ou même dans d'autres types d'associations, puisque dans une association sportive, soit les joueurs sont salariés, ils sont semi-pro professionnels, soit il n'y a pas de cash prize en fait. C'est très particulier à notre secteur et ça donne des situations parfois un peu inextricables. Et là, il n'y a pas de réponse et c'est vraiment du cas par cas. Donc, je t'invite, Baptiste, à ce qu'on en parle puisque Exalti est client. Donc, on en parlera à un autre moment avec grand plaisir et avec Jamel aussi si nécessaire. Talion souhaiterait te rencontrer, Jamel, car il voudrait devenir expert comptable. Je vous mettrai en relation si tu n'y tout à vois pas fait, d'inconvénient. avec plaisir. Dernière question de Cachou, donc, qui revient un petit peu sur cette question du mécénat. Est-ce que le mécénat compte comme de la subvention ou comme des dons? C'est différent, en fait. C'est le mécénat, ça s'apparente plus à du don que À du don. du… Oui, tout à fait, tout à fait. Que de la subvention. La subvention, c'est vraiment l'autorité publique qui vous octroie un argent public. Le mécénat, c'est la libre appréciation du donateur, donc du mécène, qui va être associé à votre activité. Il faut bien distinguer le mécénat du Ouais. sponsoring, mais voilà, c'est une vocation de soutenir votre activité. Absolument. Justement, pour revenir un petit peu sur cette question de mécénat sponsoring, c'est vrai que c'est important. Le sponsoring, le mécénat, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de finalement de contribution. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour. C'est un don sans retour. On n'attend pas finalement quelque chose en échange de la part de l'association. Ce n'est pas le cas du sponsoring, puisque le sponsoring, c'est de l'achat de visibilité, en fait, finalement, pour parler très simplement. On va donner de l'argent à une association, à une structure ou à un sportif. En échange, il va donner de la visibilité à notre marque, à notre produit, et notamment, par exemple, en portant la marque sur son maillot ou en portant les produits aux conférences de presse, pour ne pas citer très vulgairement certains sportifs de haut niveau. Donc, c'est vraiment la différence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans certains cas, et seulement dans certains cas, le mécénat peut donner finalement droit à ce qu'on appelle le fameux CERFA, qui donne du coup un avantage fiscal. Et ce n'est pas le cas du sponsoring, puisque suite à un sponsoring, on ne va pas donner du CERFA. Il y a certains avantages comptables, mais il n'y a pas de CERFA. Oui, il n'y a pas de CERFA, mais c'est souvent, ça peut être déductible fiscalement Exactement. comme une charge pour l'entreprise qui fait preuve de mécénat, à condition qu'il y ait une vraie retombée, que la C'est somme ça. n'est pas, on va dire, comment dire, exagérée par rapport à l'objet social de l'association et au vu de l'activité. Absolument. Je me tourne vers Romain. Romain, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas du tout? Je n'en ai plus, en tout cas, dans notre conversation. Écoute, si c'est terminé, je laisse encore une petite minute. Ah, si, une autre question. Je suppose que c'est la suite de la question de Cachou. Si je touche 170 000 euros de mécénat et 20 000 euros de subvention, est-ce que je suis soumise à l'expert comptable ou au contrôle comptable? Bonne 170 question. 000 de mécénat, 20 000 euros de subvention. C'est pas suffisant, je pense, Jamel, pour Alors, non, pouvoir non, répondre. oui, oui, non. Là, il faut que ce soit plus de 23 000 euros si la collectivité exige cela, ou 153 000 euros de dons de De subvention. subvention, en une ou plusieurs. Mais là, dans ce cas de figure, il me semble pas, il me semble pas. Voilà, Je- juste avec les éléments tels qu'on a, parce que forcément, non, bien sûr, bien sûr. c'est toujours du cas par cas, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Mais là, juste 170 de mécénat, 20 de subventions, a priori, il n'y Non, aura pas, non, il mais y aura après, pas voilà. déviation. Ceci Voilà, dit, bon. ce serait quand même bien pour pouvoir gérer correctement et surtout pour pouvoir faire les bilans, puisque même si c'est que 20 000 euros de subvention, Jamel, tu l'as dit, une collectivité peut tout à fait demander la Oui. justification de la dépense qui a été faite des deniers publics. Et dans ce cas-là, ils vont demander des bilans. Et dans ce cas-là, Ah, l'expert comptable sera votre meilleur ami. oui,
à partir de toute façon d'un certain seuil, 50 000, 60 000, 100 000 euros de recettes, il Et va oui. commencer à y avoir beaucoup Ah ouais, d'administratifs. ouais, ouais. Donc Tout à voilà, fait. il faut regarder aussi au regard de l'obligation, voir le fait de déléguer la partie comptable, hein. Donc quand on a 200 000 euros Bien de sûr. recettes, là Budget. on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Bah, super. Bah, écoute, c'était la dernière question. Jamel, c'était un Super. plaisir. Merci beaucoup. Pareillement. Je pense qu'on a détecté au moins 2 autres sujets de live. Ouais. Donc, si ça vous a plu et si ça te tente, Jamel, on pourra On va les travailler les caler. questions et on va pouvoir apporter des réponses Exactement. sur ces points-là précis. En tout cas, Absolument. merci beaucoup à Jamel, merci à toi toi. et à Romain pour la supervision technique et Et être à ouais. l'initiative de cette rencontre. Merci à Game Rules. Et bien entendu, on garde le contact, hein, pour tout échange et continuer la discussion pour apporter le meilleur conseil, le meilleur service à tes usagers pour leur permettre de développer le e-sport parce que c'est vrai il y a tout à construire. Et donc, Mm, des mm. questions, on en aura plein. Et donc, merci beaucoup, Magali. Eh ben, merci beaucoup à toi. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes, toutes les personnes qui ont été présentes au premier live et qui vont aussi visionner forcément toute la visibilité et puis tout votre enthousiasme finalement. Suite à ces lives, ça nous donne beaucoup de courage et ça nous conforte aussi dans la voie qu'on a prise d'accompagner et de donner de la valeur aux associations e-sportives. Donc, merci beaucoup. Et écoutez, je vous dis très certainement a priori, cette fois ce ne sera pas 2 semaines, mais un petit peu plus. Mais en tout cas, courant juillet, on aura un autre live, c'est certain. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.